Très bien, nous allons donc entamer l'un des... Ces rencontres sont découpées, vous l'avez compris, en trois temps. Faire face aux risques et préparer la résilience, anticiper la raréfaction des ressources et vers de nouveaux modes d'habiter. On va commencer donc par faire face aux risques et je vais demander à Lucas Deutsch de bien vouloir me rejoindre sur cette immense scène. Je vous propose un micro bleu, si ça vous va. Très bien. Bon. Vous êtes cofondateur de Sinon Virgule, bureau d'études et de conseil en redirection écologique. Et on va parler avec vous entre les risques naturels et les capacités de développement, quelle marge de manœuvre existe. Crise écologique, crise de l'énergie, crise de la biodiversité. Je pourrais continuer la liste. Nous vivons une conjonction de crise, mais est-ce que le mot lui-même est bien choisi? Est-il encore à la hauteur? Une crise se traverse et dans l'inconscient collectif, on en sort et quand elle s'éloigne, comme un orage, même s'il a fait des dégâts, on va réparer. Ne faut-il pas plutôt prendre l'habitude, si les mots sont importants, de nous dire que nous avons franchi une bascule, une rupture, que nous sommes entrés dans un nouveau régime qui appelle d'autres réponses et lesquelles. Voilà ce à quoi on va essayer de discuter jusqu'à 10h25 et puis peut-être prendre quelques questions dans la salle si nous en avons le temps. Pour commencer, le mot sinon virgule, ça vous est... Sinon virgule, ça vous... Voilà, ça remarche. Le mot sinon virgule, ça vous est venu d'où? Et quel est à vous votre parcours? Déjà, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis à la fois un peu stressé, évidemment, parce que déjà un petit disclaimer, je ne suis pas conférencier professionnel, mais je suis aussi extrêmement honoré d'avoir l'opportunité de participer à cet événement, dont les thématiques me semblent très bien choisies, très bien construites, et c'est à saluer aussi. Alors, pour répondre sinon virgule, l'idée c'est, en fait, nous, et vous l'avez très bien introduit, on considère aujourd'hui que un des faits majeurs de notre époque, c'est qu'on passe d'un monde où on pouvait considérer qu'on était dans un monde de crise. Donc quand on est en monde de crise, on est en gestion de crise, on a des défis, on serre les dents, ça passe, on revient à un état initial. Et nous, ce qu'on considère aujourd'hui, c'est plutôt de lire notre époque, de la questionner sous l'angle de réelle bascule. Donc vraiment, qui dit bascule, dit se projeter, se préparer à des après. Et je pense que c'est aussi dans cette philosophie que vous travaillez toutes et tous aujourd'hui. Et je pense que c'est un terrain sur lequel on risque de se retrouver. Donc, sinon virgule, c'est donc cette idée qu'on change d'époque, qu'on change de paradigme quelque part, mais qui invite à ne pas mettre un point, mais une virgule. Donc sinon virgule, on continue la phrase, on a un héritage, on a un passé, il faut être cohérent avec tout ça. Et du coup, il faut se diriger vers un après un peu différent, mais en respectant les héritages du passé. Nous, chez Sinon Virgule, on a une volonté, c'est d'étudier les collisions entre nos modes de vie, nos façons de vivre, d'habiter le monde, nos modes d'organisation, notre économie, nos mobilités. Tout ça, donc, d'une part, avec l'Anthropocène. Donc on essaie de comprendre comment est-ce que tout ça rentre en collision avec l'Anthropocène. L'Anthropocène, donc, qui est cette proposition scientifique pour qualifier notre époque comme une nouvelle ère géologique qui serait à la fois marquée par des ruptures, des bascules géophysiques sur les limites planétaires, des conséquences que vous connaissez très bien sur l'accélération des enjeux climatiques, sur des enjeux d'accès à des ressources, etc., mais qui est aussi, et je pense que c'est une spécificité de Sinon Virgule, de ne pas regarder ce problème qu'un simple problème technique d'ingénieur, puisque en fait, ce dépassement de limite, cet anthropocène, il est aussi caractérisé par un bon nombre de conséquences sociales, géopolitiques. C'est pas anodin, tous les mouvements de repli, de protectionnisme qu'on voit aussi émerger dans le monde, culturels, politique, économique. Donc en fait, nous, notre volonté, c'est d'arriver à embrasser cette réalité complexe en invoquant à la fois de la technique, de l'ingénierie sur l'énergie, les ressources, etc., mais aussi des sciences sociales et politiques. Quels étaient vos parcours? Et en gros, vous venez de nous donner là votre raison d'être, mais
Pourquoi de là où vous veniez, vous êtes engagé sur ce sujet, emparé de ce sujet? Oui, alors je vais déjà répondre de façon très personnelle. Je pense que c'est aussi ce qui anime bon nombre de personnes dans la salle aujourd'hui, c'est une conviction personnelle qu'on a là, un peu le défi de notre époque. Je pense que toute personne qui a un peu envie d'utilité et un peu d'ambition d'épouser une carrière professionnelle cohérente avec son présent va s'intéresser à ces sujets-là. Ou en tout cas, moi, c'était ça le parcours. Et puis, de façon plus technique, nous, quand on a fondé Sinon Virgule en 2020, on l'a fondé avec deux autres associés. Aujourd'hui, on est 12, mais donc au début, on était 3 et on était tous les 3 issus du milieu du conseil, hein, et notamment du conseil en stratégie, parfois un peu d'innovation. Et en fait, on était constamment frappés par l'incohérence de nos analyses, de nos propos, de nos champs de recherche, une forme de vacuité aussi dans la prédiction, la planification, parce que finalement, déjà dans le privé et dans ce champ-là de la stratégie, de la finance, moi je viens aussi du capital risque, il y avait dans notre époque l'impossibilité de mobiliser avec une vraie fiabilité un devenir économique, social, politique, parce que justement ces bascules, elles sont très dures à comprendre, à appréhender, en tout cas avec les outils du passé. Et donc la volonté aussi de créer des nouveaux référentiels d'analyse et de gestion pour analyser tout ça, quoi. C'est ça les questions de départ, c'est vraiment comment intégrer l'incertitude dans la... Bon, on ne peut pas parler de capital risque, que ce soit de la certitude, mais comment en tout cas intégrer ces incertitudes profondes dans votre métier initial? Oui, alors après je pense que le métier on l'a fait évoluer. Nous on a aussi la chance d'être très proche du milieu de la recherche, du milieu académique. On publie aussi sur des sujets de stratégie dans cette nouvelle réalité. Donc on essaye aussi d'apporter de concert et de façon très humble, hein, avec bon nombre de chercheuses et de chercheurs en sciences économiques, sciences de gestion, sciences sociales, des nouveaux cadres qui soient plus à même d'appréhender la complexité de cette époque. Et puis il y avait aussi la volonté chez Sinon Virgule, et je tiens à le rappeler, on n'est pas qu'un cabinet de conseil, on est aussi et surtout un bureau d'études. Nous, notre volonté, c'est d'essayer d'apporter des éclairages plus précis, parce que finalement, aujourd'hui, on va avoir, et puis c'est un peu mon discours d'entrée, hein, c'est un discours assez globalisant finalement, quand on va parler de crise environnementale, crise écologique, on va souvent avoir des chiffres, hein, des faits scientifiques, on va se faire, et puis parfois, quand on se demande comment est-ce que ça se matérialise, comment est-ce que concrètement ça impacte notre réalité, c'est plus difficile à appréhender. Et ce que je vais souhaiter aujourd'hui, c'est justement retracer, par le biais de 3 études qu'on a conduites, des premières formes de matérialité très concrètes de ces bascules-là, de ces ruptures, sur nos modes de vie et modes d'organisation. Nous, on va s'intéresser globalement à plusieurs choses. On va s'intéresser notamment à ce qu'on pourrait appeler capter des organisations ou des secteurs sentinelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une organisation, un secteur sentinelle? C'est des organisations qui sont en avance de phase, frappées de plein fouet par une réalité qui va nous concerner toutes et tous demain. Et donc c'est notamment ce dont je vais parler en retraçant les apprentissages de notre première étude intitulée « Peut-on assurer un monde qui s'effondre ?» Le secteur de l'assurance est un secteur sentinelle et c'est hyper intéressant. Et chez Sinon Virgule, c'est aussi une de nos fonctions que d'étudier ces secteurs, leurs réponses, et essayer d'en tirer des apprentissages pour les autres. On va aussi s'intéresser à des changements de paradigme, des choses qui font que dans notre contrat social, dans notre schéma de société, il y a un fondement qui vacille. Et un de ces facilement, c'est notre santé. C'est déterminant. La condition, on a aussi sur le sujet de la santé une thématique passionnante, parce que finalement, on a une véritable inversion de courbe. Après un siècle de gains formidables d'espérance de vie en bonne santé, on a depuis quelques années, décennies, des reculs, et pas de la stagnation, des reculs dans des pays développés, et les éléments qu'on va invoquer pour expliquer cela sont souvent assez insuffisants. On va parler de vieillissement de population, de contexte comme ça, et du coup d'une plus grande fragilité, alors qu'en réalité, ce qu'il va y avoir derrière pour expliquer ça, ce sont des phénomènes
écologiques, qu'on peut très facilement expliquer. Et donc ça, c'était aussi un sujet d'intérêt. Et puis finalement, on va aussi s'intéresser chez Sinon Virgule, au-delà des organisations sentinelles, de ces vacillements de nos modes de vie, on va s'intéresser aussi à définir des terrains et des schémas tactiques sur lesquels rendre notre action opérante. Je pense qu'un des sujets aussi de grande difficulté de notre monde économique, notre mode politique aujourd'hui, c'est qu'on est organisé en régime d'ultra-efficacité. On prend les sujets en silo, on a des ingénieurs très compétents, on les gouverne, on les tranche. Ce que notre époque nous appelle à faire, c'est à penser système, à paralléliser notre compréhension des enjeux. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a choisi, sur une étude en cours, la question de la gestion de la rareté, des conflits d'usage dans un monde qui passe de rareté comme ça épisodique à vraiment une forme de rareté permanente et qui invite du coup à des nouvelles formes de gestion là-dessus. Les implications, enfin, ça a été dit là en introduction, etc. Mais pour vous, quelles sont les implications pour les territoires et les défis spécifiques qu'il faut relever? Je vais le dire un peu autrement. Est-ce que ça se joue à l'échelle des territoires ou est-ce que ça se joue à une échelle de planification au-dessus du SCOT? Alors, c'est une superbe question. Je pense que c'était une des raisons pour laquelle j'ai été très enthousiaste de venir aujourd'hui. C'est que moi, on a aussi des interlocuteurs chez Sinon Virgule dans le public et dans les collectivités, mais on a aussi forcément, et de par nos expériences, beaucoup de liens avec le monde des organisations, des comex de grands groupes, etc. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que la résilience, la robustesse, appelez-la comme vous voulez, en tout cas les sujets d'adaptation et de stratégie en entreprise sont en train de changer complètement de terrain. On opérait sur un terrain qui était celui d'un terrain de marché, de la compétitivité. On se bat contre nos compétiteurs et on essaye d'être le meilleur, dans l'accès et dans la promesse de vente. Aujourd'hui, ce qu'on va avoir de plus en plus, c'est une compétitivité territorialisé sur de l'accès à des ressources, Et donc, en fait, ça implique à penser aussi la stratégie d'entreprise et sa résilience comme un ensemble de réalités territorialisées qui caractérisent, en fait, des vulnérabilités qui parfois l'amènent à rencontrer des acteurs qui vont bien au-delà de leur marché. Et je pense notamment à des travaux qu'on peut faire entre secteur de l'assurance et immobilier, habitat par exemple, qui sont des secteurs qui se croisent bien, ou le milieu de l'agroalimentaire avec le textile. Enfin voilà, c'est vraiment des secteurs qui ne se parlaient pas et qui sont obligés aujourd'hui, parce qu'ils partagent les mêmes vulnérabilités sur les territoires qu'ils occupent, de partager une feuille de route aussi stratégique. Et donc, pour faire ça, souvent il y a un absent. C'est le territoire lui-même. Et les organisations, elles vont, en l'absence du territoire, s'organiser avec les lois qui sont les leurs, qui sont les lois du marché, en fait. J'ai plus d'argent que toi, je m'accapare la ressource. C'est aussi simple que ça. Sauf qu'aujourd'hui, et ça a été dit très justement en introduction, il y a vraiment ce besoin d'occuper un espace politique qui est celui de l'arbitrage. Et cet espace de l'arbitrage, il est nécessaire et il est attendu, y compris par les acteurs économiques, dont on pense parfois qu'ils sont juste mus par des intérêts d'accaparement, etc. Pourquoi justement ils sont aussi attendus par les acteurs économiques? Parce qu'aujourd'hui, il y a un flou. Et dans le flou, il y a de l'incertitude. Et ce que n'aime pas la finance et ce que n'aime pas l'économie, c'est l'incertitude. Et donc aujourd'hui, ces combats-là, ils se jouent beaucoup dans les tribunaux. Je peux penser à des cas un peu emblématiques, là, Sainte-Soline à 69, etc. On ne va pas rentrer dans le détail épineux des combats aussi d'accaparement des ressources et de ces sujets-là, mais il se joue dans les tribunaux et il y a un besoin pour opérer, pour planifier aussi financièrement le développement de l'économie, d'avoir un cadre et d'avoir des rôles qui soient mieux définis, des obligations aussi qui soient plus claires. Et donc il y a une attente aussi de régulation et de mise en place de dialogue et de discours sur les territoires pour pouvoir avoir au moins les portes d'entrée et les espaces pour discuter ces sujets-là. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui ce dialogue se met en place, est balbutiant, ou il se déjà structure? Non, et autour de quel pôle? En fait, il a toujours été très existant. Je pense que tous les territoires sont bien en contact avec leurs acteurs économiques, etc. C'est plutôt le terrain sur lequel s'organise ce dialogue qui est
parfois un peu imprécis, qui peut être à l'initiative de l'un sans consulter l'autre, etc. Et ces espèces de règles de consultation collective, collégiale, et c'est ça qui manque. Après, sur la question de qu'est-ce qui se fait de neuf ou ce qu'on observe, alors nous, j'ai un prisme, j'ai un tropisme comme tout le monde. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le secteur de l'assurance. Je sais que dans l'assurance, il y a des rapprochements extrêmement instructifs entre certains territoires, des assureurs, pour essayer, on va en parler dans un instant, mais de repousser les limites de l'assurabilité, d'être un allié fort de l'adaptation, parce qu'il y a un objectif commun qui est évident, territoire inhabitable égale territoire inassurable, tout le monde perd, enfin voilà. Donc il y a évidemment justement des sujets un peu sentinelles comme ça de l'organisation qui se met en place, mais c'est très balbutiant, quoi. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on ne propose aux personnes dans la salle de poser des questions ou de témoigner? Non. Alors, il vous suffit de lever la main et il doit y avoir des micros disponibles dans la salle. Alors, moi j'en aurais peut-être une, c'est que cette rencontre entre le monde économique, etc., les territoires, avec les questions qui se posent là, est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne va pas jusqu'à heurter la raison d'être de l'entreprise? Si les externalités de l'entreprise produisent des externalités effectivement négatives, pour produire, elle produit des externalités négatives, est-ce qu'il n'y a pas des activités qu'il faut remettre en cause et comment ces cheminements, ces réflexions émergent? Oui, alors tout à fait. Je pense qu'on aurait pu aussi parler de ça, et donc cette invitation, je la saisis volontiers. Nous, on s'ancre dans un paradigme de la transformation écologique de notre société. Il y a plein de paradigmes. On a la transition énergétique, transition écologique. Certains nous parlaient de bifurcation. Voilà, il y a tous les mois une nouvelle école de pensée avec autant de promesses, l'économie régénérative, etc. J'en passe. Donc nous, on s'ancre dans une de ces branches. En tout cas, on est très intéressé par une de ces branches qui est parfois assez méconnue et qui pourtant a une réalité très concrète, qui est celle de la redirection écologique. Donc la redirection écologique, c'est une approche qui a été théorisée par un laboratoire de recherche qui s'appelle Origins Media Lab et qui vise à travailler l'épineuse question, celle que ni les politiques ni les acteurs économiques veulent adresser, mais qui pourtant s'impose à nous avec une évidence toujours plus importante, c'est celle de l'arbitrage et du renoncement. Le renoncement, c'est vraiment le gros mot ultime, je pense, dans un COMEX, dans un projet de développement territorial, de dire non, j'arrête, stop, c'est super difficile. Et donc évidemment, il y a dans les trajectoires d'atterrissage de notre société la nécessité de planifier du renoncement. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est une confusion entre une forme de déclin économique naturel, parce que plus de compétitivité sur les ressources, des coûts, et du coup une forme de périssement comme ça du tissu économique. On confond ça avec l'idée de planifier démocratiquement des renoncements, ce qui, au final, est assez différent. Ce qu'on va faire en redirection écologique, c'est qu'on va essayer de regarder, à l'échelle d'un territoire, souvent justement, quelles sont les activités économiques qui sont pertinentes ou pas dans des futurs plus ou moins proches, et d'essayer de se demander, pour des activités économiques ou des pratiques, etc., qui nous semblent plus cohérentes du tout, de quels héritages elles dépendent. Quels sont les héritages économiques, bien sûr, ce qu'elles rapportent, quels sont les héritages infrastructurels, ceux dont on a investi et dont on dépend, il va falloir s'en occuper, et des héritages affectifs. La relation entre l'individu et un marché, c'est toujours quelque chose de grand affect. Et c'est une des difficultés majeures de l'organisation du renoncement, c'est qu'il faut trouver des trajectoires qui à la fois permettent d'arrêter, mais de prendre soin aussi de ces dépendances et de ces héritages. Et donc c'est un paradigme dans lequel on rentre, un peu malgré nous, qui va demander beaucoup de courage aux décideurs politiques et économiques. Et nous, on essaye d'accompagner ce courage-là par des études, par des faits, par des argumentations, et par aussi des façons de rendre ça finalement plus positive, quoi. Une question qui était aussi la nôtre dans cette première table ronde, c'était
quelle marge de manœuvre on va pouvoir garder entre les événements climatiques, qui ne sont plus des crises, mais un basculement et le maintien d'une activité et de planification. Là-dessus, qu'est-ce que vos études que vous ont appris, si je peux me permettre, quelle marge de manœuvre vous arrivez à tirer là, on vient de parler de renoncement. Est-ce qu'il y a d'autres marges de manœuvre? Alors, des marges de manœuvre, oui. Je vous propose de répondre à la question. C'est censé fonctionner. Voilà, super. Donc Emmanuel Renard, président du pôle métropolitain Caen Normandie Métropole. Et donc pour apporter un témoignage qui vraiment s'inscrit, et j'attendais le mot, donc le terme de renoncement, puisqu'effectivement on en a vécu un sur notre territoire. Donc je vais vous emmener quelques minutes vers un territoire un peu plus frais, qui est celui effectivement du territoire de Caen, et en particulier sa presqu'île, puisque pour celles ou ceux qui ne le savent pas, Caen est en fait le fond de l'estuaire de l'Orne. Donc on a d'un côté l'Orne, qui a été pendant quelques années un élément de désagrément à cause des inondations, puis il y a eu des ouvrages, donc maintenant c'est un élément d'agrément. Et puis on a un canal de l'autre côté, puis au milieu on a une grande terre, enfin une grande bande de terre sur 13-15 km, 500 km de large, avec différentes activités, et qui va jusqu'à l'embouchure de l'Orne en face de Ouistreham. Au plus près en fait de la ville de Caen, sur le territoire d'ailleurs de la ville de Caen, on avait une ZAC qui était une friche industrielle-portuaire d'à peu près 35 hectares. Et depuis une dizaine d'années, les équipes, on avait fait une ZAC et les équipes travaillaient à un projet d'éco-quartier, 2300 logements, des activités, etc. En juillet 2023, on devait signer l'attribution des premiers macro-lots avec les promoteurs. Sauf qu'au printemps 2023 est sorti le dernier rapport du GIEC. Le projet de ZAC était un projet de ZAC vu effectivement le côté sensible, qui avait même pris plus de marge que nous obligeait en fait le plan de prévention des risques multiples. Et donc on avait d'ailleurs obtenu l'ensemble des autorisations administratives, autorisations de loi sur l'eau, enfin tous les feux juridiques en fait étaient ouverts pour évidemment poursuivre cette démarche. Mais à la fois donc le rapport du GIEC et le rapport du Haut Conseil pour le climat avec la trajectoire +3 +4, on s'est dit, mais est-ce qu'on est dans une logique en fait économique patrimoniale de construire de l'habitat? C'est pas pour 30 ans, c'est pas pour 40 ans, c'est pas pour 50 ans. Et les nouvelles données montraient l'accélération en fait de l'élévation du niveau de la mer. Or, les plans de prévention des risques multiples, lui, ils voient des risques, alors que déjà on n'est plus dans des risques, on est dans des certitudes, qui sont celles de l'élévation du niveau de la mer, et ils les voient avec des phénomènes un peu exceptionnels, ou des phénomènes qui n'arrivent pas, enfin, on ne raisonne pas au quotidien. Et là, le directeur de la SPLA a dit, mais il faut qu'on arrive à comprendre comment fonctionne en fait l'ensemble de la basse vallée de l'Orne au quotidien avec les marées et dans une perspective de temporalité 2050, 2100, enfin, c'est quoi la trajectoire d'élévation? Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, ça n'allait pas le faire. En tout cas, ça aurait été irresponsable de le faire politiquement. Et donc, on a décidé de renoncer au projet d'écoquartier de 2300 logements sur une ZAC friche, dans un contexte de ZAN. Je vous dis juste ça, quoi. Ça parle à tout le monde. Bon, voilà. Donc, il fallait quand même les remettre un peu ailleurs. Voilà. Donc, on a fait ce renoncement. Merci. Ça a été décidé très vite, en un quart d'heure dans le bureau du président de la communauté urbaine de Caen-la-Mer. Ça n'a pas été très démocratique, mais ça s'est pris. À un moment, il faut savoir arbitrer. Et je finis là-dessus, parce que en fait, c'est vrai qu'autant il faut être capable de renoncer, mais on ne dit pas non juste pour dire non, et puis ça s'arrête. C'est-à-dire, c'est pas sinon point. C'est effectivement sinon virgule. Et donc, le renoncement sinon virgule, derrière, c'est de la redirection. Et cette redirection, elle nous a obligés, en fait, à changer d'une part d'échelle spatiale pour penser non plus à l'échelle de la ZAC, mais à l'échelle de l'ensemble de la basse vallée de l'Orne et de l'estuaire. Ensuite, de changer d'échelle de temporalité pour se dire, mais en fait, quand même, sur cet espace-là, pendant 30 ans, on peut penser à un urbanisme transitoire, mais pas patrimonial. Donc, on garde le foncier, on va faire, je sais pas, du logement d'étudiants, enfin, des choses qui peuvent tenir dans un modèle économique sur 30-40 ans, mais qui, en fait, après, s'effacera et puis deviendra, je sais pas, un parc urbain inondable au fur et à mesure, qui permettra d'ailleurs, entre autres, de contribuer à la protection de Caen, qui quand même est aussi concernée. Voilà, je voulais juste apporter ce témoignage, parce qu'il s'inscrit vraiment dans ces décisions de renoncement. Alors, on avait, je finis vraiment là-dessus, c'était peut-être
plus facile que dans certains projets parce qu'on était sur une friche. Donc on n'avait pas non plus, j'allais dire, de voisinage, enfin voilà, c'est des activités, mais il n'y a pas d'habitat, enfin des choses comme ça. Donc peut-être que le cas de figure particulier était peut-être un petit peu plus facile, mais quand même, dire aujourd'hui 2300 logements en moins, voilà, un écoquartier en moins, voilà, il faut le porter, mais je pense que ça a été plutôt salué et on est bien content de témoigner là-dessus parce que je pense qu'on aura les uns et les autres d'autres renoncements à faire, mais en fait surtout d'autres redirections et c'est ça qui est passionnant. Lucas Deutsch, c'est ce que vous appellerez prendre acte du basculement, du point de bascule dans lequel on est et on ne peut plus continuer comme avant. Se penser c'est une crise, on va gérer les crises et puis voilà. Là, il y a vraiment basculement dans un autre paradigme. Oui, il y a un basculement et je pense qu'on peut se lancer sur peut-être le contexte et les apprentissages de notre première étude sur l'assurance. Mais déjà, félicitations, c'est un cas effectivement de la presqu'île de Caen qu'on suit beaucoup. Je pense qu'un des grands succès pour moi de ce cas-là, c'est la réception politique. Je pense que il était là le risque. C'est que forcément, quand on a une décision courageuse, souvent, elle a un risque d'impopularité très fort. Et ce qu'on constate, c'est que pas du tout. En fait, on a une décision politique qui est payante parce qu'on reconnaît un pragmatisme et une forme de sérieux. Et ça, c'est très inspirant parce que finalement, ça ouvre la voie. Et je pense à d'autres acteurs. Je sais que le maire aussi de Bray-sur-Roya va intervenir après. Je suis très heureux de l'écouter. Et voilà, je pense qu'il y a comme ça une exemplarité à tirer. Et donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Moi, je voudrais vous parler d'une de ces bascules, une des premières que nous, on a étudiées, qui est celle de l'assurance. Nous, on se lance du coup en 2020 avec cette volonté, étudier les grandes bascules, etc. Un discours assez globalisant, quoi. Donc, et à ce moment-là, on a Henri de Castries, qui est DG de AXA à l'époque et qui a cette grande tirade qui a embrasé les médias, qui est un monde à +4 n'est pas assurable. Je pense que tout le monde l'a entendu, ce truc, un monde à +4 n'est pas assurable. En réalité, aujourd'hui, on sait, un monde à +1.5, ce qu'on se dirige, n'est pas assurable non plus, globalement, je vous le dis. Mais en tout cas, la formule choc, c'était +4 pas assurable. Et puis nous, on a aussi un peu des bruits de couloir qui nous disent, attendez, là, il se passe vraiment un truc. On a tout un secteur qui vraiment est en train de tomber, quoi, enfin de basculer de paradigme avec à tous les étages, dans beaucoup de métiers, un vacillement de conviction et de certitude, et il y a un terrain d'enquête qui est passionnant. Donc nous, on se lance, on arrive à réunir avec nous l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, mais aussi les directions générales de Maïf, de Massif, de CNP Assurance. On va aussi avoir l'opportunité de travailler avec des réassureurs, certains acteurs de l'assurance paramétrique, j'y reviendrai. Et donc on se lance et on va rencontrer ces métiers. On va monter un comité scientifique pour essayer de décrire évidemment l'ampleur des dégâts, des coûts liés à cet emballement de l'environnement et des manifestations de ces sévices sur les territoires. Et puis on va aller interviewer ces métiers. Et donc on va faire ça pendant un an et demi. Et on va commencer par les actuaires. Donc les actuaires sont les personnes d'assurance qui pratiquent l'actuariat. Et l'actuariat, en 2 mots, c'est, pour être très bref, c'est la science qui permet de prédire l'avènement d'un risque en fonction du nombre de fois dans lequel il s'est produit dans le passé. Et c'est hyper fiable. Franchement, c'est solide de tout temps. Ça a permis à des assurances d'avoir des tarifications très efficaces, à un secteur qui est celui de l'assurance, on le sait, d'être un pilier majeur de notre monde moderne, quoi, globalement. Et en fait, cet actuariat, ce qu'il déteste, c'est les changements de régime. Changement de paradigme, changement de nature, c'est une catastrophe pour le statisticien. Et nous, ce qu'on a eu en face de nous, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler des actuaires effondrés, quoi. Des gens qui étaient là avec tout un système de croyances qui vacille et qui disent, mais franchement, les données sont telles, on n'arrive pas à créer des modèles qui soient compétents. Il n'y a pas que les biologistes, les entomologistes qui sont effondrés. Non. Et c'est aussi ça qui est cool à ce moment, c'est que on a l'habitude de toucher ces sujets de bascule, certains vont parler d'effondrement, etc., à un niveau écologique, biologique qui nous paraît loin de nous. Et en fait, là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, non, il y a déjà dans nos pratiques très modernes, comme l'actuariat, une mise à mal. Et surtout qu'on parle quand même de la science qui est au service d'un des secteurs économiques les plus
puissant, quoi. Donc vraiment, si eux sont mis à mal, je vous le dis tout de suite, je vous mets au défi, vous n'arriverez pas à trouver la solution non plus à ces problèmes de modélisation. Et donc, bien sûr, il y a de l'innovation, il y a des choses qui se passent, je veux pas du tout, et je pense que je pourrais me faire corriger très rapidement par des assureurs où je crois qu'il y a de la réassurance qui intervient plus tard. Mais il y a évidemment de l'innovation qui se met en place. Il y a, bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais des sujets sur les équations bayésiennes en actuariat. Il y a aussi évidemment l'assurance paramétrique. Je pense que c'est intéressant d'en dire un mot parce que c'est une innovation technique et de modèle d'affaires de l'assurance qui est en train de progresser très fortement aujourd'hui, et elle va avoir des effets considérables sur la mutualisation et les inégalités des citoyens sur les territoires dans leur capacité à s'assurer. En fait, l'assurance paramétrique, c'est l'idée de dire, si on ne peut pas créer des modèles globalisants qui vont permettre d'anticiper le risque, on va, par de l'innovation technologique, par de l'IoT, par des objets connectés, quoi, venir mesurer sur un champ agricole, etc., des données concrètes et réelles, et on va dire à la personne qu'on assure, bon, bah, quand ça dépasse tel seuil, on te donne de l'argent. Mais il n'y a pas de sinistre et tout, on s'affranchit de tout ça. Et ce que va permettre l'assurance paramétrique, il y a des avantages, hein, notamment pour l'assurance agricole, mais ce qu'elle va aussi permettre pour les gens qui l'utilisent en termes d'assureurs, c'est de choisir ce qu'on assure, qui on n'assure pas, et du coup, évidemment, de laisser de côté. Et sinon, l'autre champ d'innovation, on va dire à l'extrême inverse du continuum de la technique, ça va être plutôt sur l'utilisation de plus en plus renforcée par les assureurs de la prospective. Ils vont investir énormément ce champ-là aujourd'hui, et qui est un champ qui est très intéressant parce que ça leur permet notamment en prospective climatique, etc., de créer d'autres hypothèses de modèles qui sont en rupture par rapport au passé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas suffisamment précis pour remplacer l'actuariat, évidemment. Alors certainement pas, et c'est plus à des fins de plaidoyer ou de prévention que ça va être utilisé, mais c'est aussi quelque chose. Donc nous, on a ces actuaires effondré. On va voir les directions générales, et donc nous, on a beaucoup travaillé avec des acteurs mutualistes, et eux nous racontent une autre histoire, une histoire que déjà on connaît tous, mais qui est celle de ça coûte trop cher. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est le coût, le sujet. On va y arriver après dans la table ronde. On va y arriver après, en plus, on a très bien, je ne vais pas rentrer dans mais ça coûte trop cher, et pour le problème, c'est que pour les acteurs assurantiels qui sont mutualistes, qui ont dans leur mission, la volonté d'avoir une protection large de la société, et ben ils sont pas sur un marché qui est hyper bien, en tout cas qui réglemente pas vraiment en leur faveur. Donc c'est un marché vraiment très 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 libéral, très ouvert, et on va avoir de plus en plus d'acteurs assurantiels libéraux qui vont venir capter, choisir les profils de risque les plus payants, ceux qui sont les moins risqués, et du coup ceux qui ont dans leur mission l'obligation d'assurer tout le monde, ben, ils se retrouvent avec une double peine, à la fois des environnements à assurer beaucoup plus coûteux, mais en plus des profils de risque moins payants. Et donc, pour eux, la vraie question qui se pose, et c'est une question qui doit nous inquiéter, hein, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut, ou même est-ce qu'on doit continuer à assurer tout le monde de la même façon ? Et ce terrain-là de discussion, aujourd'hui, il est particulièrement occupé sur le fonctionnement du régime CatNat et la remise en question de celui-ci. Alors, régime CatNat, qui est une spécificité française à saluer, franchement, ça peut faire l'objet d'un cocorico, c'est vraiment c'est hyper intéressant et c'est hyper louable, sauf qu'il y a des difficultés pour ce régime, cette spécificité française qui vise du coup à venir prélever des surprimes sur les assurances auto-habitation de tout le monde pour venir alimenter un fonds, le fonds Barnier, qui va venir, en cas de catastrophe naturelle, vous connaissez le principe, venir aller en renfort des assureurs. Sauf que les problèmes du régime CatNat, il y en a plusieurs. C'est qu'est-ce qu'on fait quand l'exceptionnel devient la norme ? Qu'est-ce qu'on fait ? Avant une catastrophe naturelle, c'est une crue centennale, quelque chose de très imprévu, etc. Qu'est-ce qu'on fait si cette crue, c'est tous les ans, 2 fois par an ? Est-ce que vraiment, il ne va pas y avoir dans le débat entre les opérants du régime CatNat et les territoires un dialogue qui va s'instaurer autour de... Mais en fait, vous le savez maintenant, c'est plus une exception, c'est la norme. Donc, ça va poser une question énorme. Il y a une autre question qui est très importante, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de sinistre ? On parlait du cas des littoraux. Le cas des littoraux, le recul du trait de côte, il est passionnant. C'est un risque climatique sans sinistre. Donc l'assureur, je vous le dis tout de suite, cherchez pas, il n'y a aucun assureur qui assure pour ça. Et donc vraiment, c'est le gros laissé pour compte, le gros point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait de ces littoraux, etc. Une question qui, je pense, ici, est
ô combien centrale et qui va se décupler plus on a des littoraux qui ont une puissance économique forte, évidemment, parce qu'il y a beaucoup à perdre. Et puis l'autre, et du coup beaucoup très coûteux à reconstruire aussi et à protéger. Et puis ensuite, on va avoir une autre question autour du régime CatNat qui a été soulevée assez justement, je dois dire, par la mission du gouvernement, la mission Langreney, le rapport Langreney qui a été remis l'année dernière, et qui invite notamment à une réforme du modèle CatNat et à ce que finalement on sorte d'une simple logique de réparation. Est-ce qu'il faut toujours réparer ? Est-ce qu'on doit toujours réparer à l'identique, en très coûteux, etc. Ou est-ce qu'au contraire, on doit essayer de prévenir, d'adapter, parfois même, attention gros mots, de délocaliser, de demander de gérer des migrations internes sur le territoire? Et qui va faire ça? C'est pas les assureurs, hein. Enfin, ils pourraient aider. Hein. Je pense que si vous leur demandez de trouver un service d'aide à la relocalisation, ils vous aideront. Mais globalement, c'est une décision politique, ça. De dire, là, on va amener des populations, on va planifier la migration interne de notre territoire. Question politique extrêmement présente, et je ne l'ai pas encore beaucoup entendu, moi, dans de la planification, etc. Donc je trouve que c'est aussi intéressant. Et donc, pour les territoires, le gros et alors, quoi, globalement, je veux juste rappeler une réalité que certains connaissent, je pense notamment au Sable d'Olonne, c'est que les assureurs, ils ont toujours une possibilité que vous n'avez pas, c'est que les assureurs, à tout moment, ils se retirent, ils ne vous assurent plus. Ça, nous, on ne peut pas se retirer et ne plus vivre. Donc voilà, donc finalement, ça va poser la question de qui va payer si on n'arrive pas à gérer et à investir ce terrain. Et la réponse, comme souvent malheureusement, mais c'est nous. Et donc du coup, pour moi, c'est un terrain spécifique, l'assurance, où parfois on se dit « mais ça ne me concerne pas trop, c'est technique, etc. » Non, ça devrait toutes et tous nous intéresser. C'est un terrain primordial à investir, celui de l'assurabilité. Et c'est des discussions politiques qu'il faut aussi avoir là-dessus. C'est des choix de mode de vie. Donc ça, c'est pour une première bascule de l'assurabilité. J'enchaîne ? Oui. Ok, super. Vous avez le droit de boire avant, mais... C'est gentil. Donc on a bossé là-dessus, c'était hyper intéressant parce que ça nous a permis de mieux comprendre aussi les vulnérabilités de notre époque à un niveau système, économique, institutions financières, etc. Et à ce moment-là, nous, en tant qu'équipe aussi, chez Sinon Virgule, on a envie de comprendre les implications de ce monde dans lequel on vit, mais cette fois pour les individus. Plus les vulnérabilités des systèmes, les vulnérabilités des individus dans leur vie, etc. Et donc, on veut s'intéresser à la santé. Le sujet de la santé nous vient justement, comme je le disais, par cette espèce d'inversion des courbes et par le fait qu'il y a une invitation très franche à comprendre la santé non plus comme déterminée uniquement par des attributs humains qui vont être des attributs biologiques ou voilà, mais aussi à les étendre à des attributs sociaux, hein, donc le genre, la classe sociale, la race, la religion, etc., qui vont tous être des générateurs d'inégalités de santé. Et puis plus largement autour de ça, donc de mon contexte social, économique, pénibilité de travail, etc., qu'on connaît, et il y a un ultime contexte qui est le milieu naturel dans lequel on évolue. Les conditions de vie en bonne santé pour des gens qui grandissent et qui vivent à côté du périph', c'est pas les mêmes que pour celles qui vivent sur le bassin d'Arcachon, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est la durée de vie en bonne santé, elle n'est pas la même du tout. C'est pas les mêmes fins de vie, du tout. Et donc il y a des inégalités comme ça qui s'exacerbent parce qu'on a des territoires qui sont exposés différemment. Et donc, nous, ce sujet, il nous passionne. On a deux projets qui nous permettent de l'aborder. Un premier projet qui n'est pas montré ici, mais qui est un livre blanc qu'on va publier avec le groupe Vive, donc premier acteur mutualiste sur la question de santé, et donc qui pose la question, est-ce que demain, à 2050, on a pris un horizon long, est-ce qu'on sera toutes et tous vulnérables? C'est un peu parfois c'est un peu cette grande croyance de se dire, ouais, mais on n'arrive pas à bouger, mais en fait, comme on va tous être vulnérables de la santé pareil, on va arriver à trouver des raisons d'agir, etc. Donc on est parti de cette question de départ, une question qui a permis d'explorer comment est-ce que les vulnérabilités donc évoluent selon différents scénarios prospectifs de référence. Donc déjà, la vulnérabilité, il faut la comprendre, la vulnérabilité des individus qui vous habitez sur le territoire, elle dépend de deux choses. Elle dépend donc d'un profil de sensibilité, est-ce que de mon âge, donc voilà, de tout ce que je viens de dire, et elle dépend aussi d'exposition. Et la sensibilité et les expositions, elles sont en train de vaciller. Elles vacillent sous une pression qui est celle de conditions
écologique qui bascule, avec du coup des environnements naturels. On peut parler de plein de cas, les algues vertes, de la pollution comme ça, des services écosystémiques qui ne génèrent plus ou qui ne rendent plus un service écosystémique suffisant pour filtrer notre air, enfin tout ce que nous rend en fait comme service la nature pour notre santé et qu'on ignore, qui n'a pas de prix d'ailleurs, qu'on peut s'accaparer facilement. Donc ça vacille. Et puis il y a aussi un contexte social et politique qui lui aussi vacille, avec des solidarités amoindries, une archipélisation, tout ça va nuire aussi à l'état de santé global des gens. Et donc, nous, ce qu'on a regardé, c'est comment est-ce que l'évolution de l'exposition et de la sensibilité pourrait évoluer là, dans les prochaines années selon des grands scénarios. Un scénario de réindustrialisation. La réindustrialisation, c'est une des réponses évidentes de la transition écologique, de la souveraineté énergétique. C'est un chantier important. Personne ne le nie, c'est très important la réindustrialisation. Sauf que réindustrialisation, c'est aussi relocalisation des nuisances. Des nuisances. Et donc, je pense qu'il y a des terrains d'enquête très intéressants qui doivent nous permettre d'essayer de comprendre ce que ça a donné. Je pense à la vallée de la chimie, dans la région lyonnaise, etc., avec des sujets de santé très très forts. Donc, on le voit bien, l'exposition des populations à de l'industrie vient avec son lot de problèmes. Alors, bien sûr, on peut faire de l'industrie propre, on peut faire plein d'ambitions, mais il y a une réalité qui va changer, et ça, il faut en prendre compte. On avait un scénario aussi, cette fois plutôt tourné solution, qui n'a pas le vent en poupe, notamment avec la loi du plomb, mais qui est un scénario sur l'agroécologie, qui est de se dire, forcément, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans un monde où, finalement, là, plutôt positif, on va essayer de mettre en place des pratiques d'agroécologie, ça va toucher forcément à la qualité des sols, à l'alimentation, qui, on le sait, sont deux des plus grands vecteurs, si ce n'est les meilleurs, d'un environnement de vie en bonne santé. Et puis, on a touché aussi à un scénario de technosolutionnisme, qui est un scénario plutôt sur nos organisations, nos modes de vie, des modes de vie de plus en plus digitalisés, moins humains, etc., qui vont avoir à la fois des enjeux sur la fragilité du système de santé. Je pense qu'une panne dans un hôpital aujourd'hui fait beaucoup plus de dégâts qu'elle le faisait il y a 20-30 ans, globalement, du fait de la dépendance de nos pratiques de soins à de la technologie intensive. Mais il y a aussi une forme d'enjeu dans ce scénario-là sur la sédentarité, sur le lien social, sur la santé mentale, etc., qu'on a eu l'occasion d'explorer. Et puis finalement, un scénario qui est un scénario de déclin réactionnaire, qui est un scénario très sérieux aujourd'hui, qu'il faut évidemment prendre en compte, cette montée des extrêmes et un déclin réactionnaire, et donc là qui va poser des questions à la fois sur une forme de politique de l'autruche sur les sujets climatiques, un recul de l'action publique, et du coup des sévices qui vont être encore plus difficiles sans mesure d'adaptation et d'atténuation, et puis aussi qui va nous permettre d'explorer une autre réalité qui est très importante pour nos organisations, notre système de santé, qui est celle de la solidarité. Aujourd'hui, en France, notre santé, elle dépend de la sécurité sociale, un régime de solidarité par excellence. Est-ce que ce régime-là va perdurer dans des régimes politiques réactionnaires? Je ne pense pas. Et donc, du coup, est-ce que aussi dans des régimes réactionnaires, on va avoir une société qui va vouloir payer pour la santé de tous? Je ne pense pas. Donc il y a toutes ces questions-là qui ont été explorées dans cette étude. Et puis ensuite, on a aussi exploré la question de la santé sous l'angle de la santé globale ou de la santé One Health, une santé, qui est, en fait, à ce moment-là, nous, on rencontre un scientifique passionnant qui s'appelle Serge Morand. Serge Morand, il est porteur de l'approche One Health au niveau de l'OMS et de l'ONU. C'est un des grands pontes de l'approche One Health, et il nous explique que cette approche One Health, elle vient du champ plutôt de l'étude des maladies exotiques, de l'infectiologie, etc. Et qu'aujourd'hui, depuis les années 90, elle se popularise. Elle va avoir notamment un grand essor autour de la crise du Covid, avec cette idée qu'il faut absolument renforcer la coopération entre sciences humaines et sciences vétérinaires, quoi. En gros, c'est ça. Et sauf que Serge, à un moment, nous partage une frustration. Bon, c'était rigolo, c'était en off, il nous disait, mais en fait, il est hyper frustré parce que pour lui, on loupe le plein potentiel de cette approche, quoi. En la cantonnant comme ça à de la prévention, à de l'anticipation, de risques zooniques, etc., on occulte en fait quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus transformant dans l'One Health, qui est de repenser nos santé, mais pas que, nos organisations économiques, nos vulnérabilités, nos territoires, à l'aube de ces interdépendances entre des humains en bonne santé, une faune, une flore en bonne santé, et voilà. Et donc, il va nous inviter, à nous qui utilisons le champ de la sociologie et de l'anthropologie, à essayer de poser notre étude aussi en des termes qui
amène à penser ce concept de One Health au-delà du simple pratique du soin, quoi, hein. Et donc, pour les territoires, globalement, ce qui va ressortir de cette étude, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est une mise en garde évidente, mais ô combien importante, c'est l'inversion du rapport de l'attractivité territoriale dû à des sujets de santé. Mais on avait produit des cartographies, mais c'est vraiment assez parlant, quoi, de regarder aujourd'hui les pôles d'attractivité territoriaux et de les calquer sur la capacité de ces territoires à offrir des environnements de vie en bonne santé. Mais c'est édifiant. Et en fait, ça, ne vous trompez pas, hein. Le sujet de la santé, que ce soit un sujet qu'on débat mal ou sur lequel on n'avance pas, il s'impose à nous. Il s'impose à nous, mais d'une façon énorme. Et ça va ne qu'accélérer, en fait. Et donc, du coup, ce qu'on peut anticiper, et c'est pas à 50 ans, là, c'est à relativement court terme, c'est une inversion de la perception de l'attractivité territoriale sur cette base-là. Donc des environnements qui étaient très désirables, qui vont s'avérer être plus du tout désirables. Et du coup, pour les territoires, une obligation qui est de changer la boussole du progrès, de changer la boussole du développement. Vers quoi on tend? Qu'est-ce qu'on veut offrir à nos citoyens? Est-ce que c'est plus de lits? Est-ce que c'est machin? Ou est-ce que c'est des environnements en meilleure santé? Et donc, en fait, il y a dans cette étude, dans cette proposition aussi, l'idée de se dire, arrêtons de traiter la santé, le climat, etc., comme des chapitres, comme des volets de notre planification. Arrêtons, parce qu'en fait, c'est la base de tout. C'est-à-dire que des environnements en bonne santé, on en a besoin pour notre économie, hein. Un sol pas fertile, c'est pas bon pour l'économie. Voilà. On a besoin de tout ça. Donc en fait, arrêtons de les traiter en chapitres, mettons-les en socle de nos politiques et de nos schémas, etc. Et là, on va commencer à avoir de la cohérence. Une autre idée de cette étude, c'est vraiment cette idée de repenser en système. Il faut que j'accélère. On approche des 5 dernières minutes. Ah oui? Oui. Des dernières minutes? Des 5 dernières minutes. Ah, oui. C'est terrible. Moi, je m'amusais bien, finalement. Non, mais voilà, je vais essayer de me concentrer sur l'essentiel. Donc, cette idée de changer la boussole du progrès, je pense que c'est une idée forte. On la garde, celle-là, elle est bien. Je pense qu'il y avait un autre truc intéressant, nous, qui peut vous intéresser, je pense, dans cette étude, c'est qu'on a travaillé un moment sur un protocole de sciences participatives qu'on a appelé Attention aux vivants. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une cohorte de 300 personnes, citoyennes, citoyens, monsieur, madame, tout le monde, de toute tranche d'âge, tout niveau d'éducation, profession, etc. Et on leur a fait vivre le temps d'un été. On les a fait participer à des diagnostics. On les a invités à aller diagnostiquer dans leur parc de quartier, dans les littoraux. On a pris comme ça 7 biotopes caractéristiques des biotopes français, à aller analyser, diagnostiquer l'état de santé de leur environnement direct. Donc ils faisaient leur petit protocole de sciences participatives, beaucoup avec leurs enfants, beaucoup l'ont fait avec leurs enfants. Et ensuite, derrière, ils avaient des indications sur le niveau de santé de leur environnement direct, et du coup, surtout, ce qui est plus intéressant, les implications de l'état de santé de cet environnement sur leur santé à eux. Et en fait, ça, je trouve que dans l'étude, ça a été hyper intéressant, parce qu'on s'est dit, au début, on pensait que ça allait permettre de générer de la donnée, ça n'a pas du tout marché sur ce point-là, mais ce qui a super bien marché, c'est que ces personnes-là nous ont tous dit avoir vécu une expérience transformante, qu'elles se sont senties aussi redonner du pouvoir. Je pense que c'est très important aussi dans cette époque de peur et de division que de redonner du pouvoir aux gens. Et c'est ce genre de petits objets-là, d'aider les gens à être leur premier personnel soignant, quoi, qui est hyper intéressant, notamment dans un phénomène de rareté, déserts médicaux, etc., etc. Donc ça a très bien fonctionné. Et il faut que j'atterrisse, c'est ça? Oui. Ok. Le sujet de la rareté, c'est le sujet qui va vous occuper tout l'après-midi. Il va être très bien traité. Nous, c'est un sujet qui nous passionne aussi parce que on pense que c'est un terrain tactique à investir, comme je le disais. Je pense que je vais peut-être me concentrer sur les apprentissages fondamentaux. Nous, la rareté, on vous invite à ne pas la considérer seulement que comme la rareté en eau, en sol, etc., une rareté de matière. Pensez aussi la rareté indirecte, main-d'œuvre, médecins, on en parlait, mais pas que, des compétences. En fait, la rareté, pour moi, c'est tout ce qui va contribuer à la performance économique, mais aussi sociale, culturelle, démocratique de vos territoires. C'est tout ça. C'est vos conditions de performance. Et donc, parfois, c'est de l'énergie et de l'eau, et parfois, c'est autre chose. Et donc, ça, c'est la première idée forte que je vais vous passer là-dessus. La deuxième idée forte, c'est que la rareté, elle peut être physique, matérielle, un stock qui diminue. Et c'est souvent l'impression qu'on a, mais c'est vrai, hein, le pic pétrolier, etc., il y a des stocks qui diminuent, je ne remets absolument pas en question ça. Mais la rareté aussi, elle est très souvent construite.
La rareté, elle est artificielle, elle est construite. La rareté, c'est parfois déjà dans les acteurs économiques l'ont bien compris. Hein. Ce qui est rare, on le vend plus cher, donc on peut générer de la rareté artificielle, et c'est très mal régulé. Et c'est aussi quelque chose de subjectif. La rareté, c'est subjectif parce que derrière la rareté, il y a mon besoin. Et mon besoin à moi par rapport à ton besoin à toi. Et ça, c'est hyper subjectif. Et du coup, il y a un terrain politique essentiel à occuper, c'est de se positionner en garant des arbitrages de besoins concurrents. C'est le terrain à occuper. Et pour faire ça, nous, ce qu'on vous suggère, en tout cas ce qu'on va décliner beaucoup dans cette étude, où on publiera un guide à l'attention des acteurs territoriaux d'ici la fin d'année en marge de cette étude, mais c'est d'arriver à diagnostiquer la vulnérabilité de son territoire en regardant l'accumulation, un peu des cartographies en calque, comme ça, vous voyez, avec à la fois l'accumulation sur des enjeux de rareté technique, eau, sol, énergie, mais aussi d'autres formes de rareté, de regarder derrière qui sont les jeux d'acteurs concernés, quels sont les conflits d'usage existants et quels sont les besoins concurrents qui font émerger. Et on pense que c'est à cette condition-là de désiloter, de surtout pas faire « on gère la rareté en eau ». On gère la rareté en sol, on gère, voilà, mais de bien regarder le truc dans son ensemble, qu'on va réussir à mettre en place du dialogue qui va être fertile. On va éviter aussi les faux amis, les décisions avec des effets rebonds incontrôlables, etc., etc. Bref, c'est bien mieux. Et puis, on peut trouver bien sûr des outils démocratiques, techniques, juridiques, énormément en ce moment, et économiques. Et ça, on en réfère à une partie. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer. Et donc peut-être, je conclue vraiment. Ok, comme ça, j'ai fait le tour. Ok. Ma conclusion, c'est que on ne vit pas du coup une crise climatique. S'il vous plaît, voilà, arrêtez de faire du climat un chapitre. On ne vit pas une crise climatique, on vit vraiment une bascule écologique, sociale et géopolitique. Et le sujet, c'est pas je transpire un peu plus au Palais des Congrès parce qu'il fait plus chaud ou pas. Le sujet, c'est l'habitabilité de nos territoires. C'est ça le sujet, c'est l'habitabilité. Et donc forcément, ça vous oblige à repenser l'attractivité sous cet angle-là. Une attractivité qui doit passer d'une logique d'un développement du toujours plus à une logique de offrir des environnements protecteurs. Hein, je pense que c'est important aussi de prendre soin. On a aujourd'hui des gens, des Françaises et des Français qui sont fatigués, qui sont vulnérables, qui sont sensibles, des corps qui vont être de plus en plus exposés. Et, voilà. Et je pense qu'un narratif politique payant, c'est de prendre soin. Voilà, c'est de prendre soin des gens. Et je pense qu'une autre grande invitation, c'est penser système, parce que dans une société fragmentée, archipélisée, je pense qu'il n'y a que en remontrant des vulnérabilités partagées qu'on va réussir à recréer des communautés de destin partagés et qu'on va réussir à les faire émerger comme ça des lignes de solidarité dans une société où aujourd'hui tout nous oblige à être divisés, etc. Et bien sûr, oser faire du renoncement, c'est une exemplarité et je pense que ce sera salué dans le courage politique des élus de demain. Cette qualité à ne pas être mis en échec par l'économie, cette qualité aussi de savoir dire non, apprendre à dire non. Moi je l'apprends à ma fille de 3-4 ans, il faut apprendre à dire non, mais il faut apprendre à dire non à tous les niveaux de la vie et aussi en politique, même penser c'est pas payant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui, d'accord.